Il existe, au creux de chacun et chacune d'entre nous, une voix intime, discrète, souvent étouffée par le tumulte du monde, mais toujours présente. Cette voix, c'est celle du dedans, celle qui murmure quand tout s'agite, celle qui connaît les voies de la paix, même quand tout semble chaos. La voix du dedans, c'est un espace d'écoute, un espace pour celles et ceux qui, partout sur cette terre, se lèvent chaque jour pour réparer, relier, reconstruire. Ce podcast est né d'un besoin, le besoin de rendre visibles les gestes invisibles, de faire entendre les voix qu'on oublie d'écouter, de raconter la paix autrement. Ici, nous tendons le micro à des artisans et artisanes du vivant, des médiateurs, des responsables associatifs, des leaders religieux, des citoyens engagés. Leurs histoires sont faites de silences tenaces, de regards échangés dans l'instant, de luttes patientes, de choix providentiels. Ancrées dans des contextes souvent oubliés, elles portent en elles une réalité qui nous concerne toutes et tous. Ce podcast est un espace suspendu, où l'on dépose le bruit du monde pour mieux entendre ce qui vibre en l'autre et en soi. Une parole née du dedans peut ébranler les murs du silence. Un écho vibrant peut réécrire toute une histoire. Et dans le battement uni de nos voix, le monde commence à guérir. Bienvenue dans la voix du dedans. Un souffle, une lumière, une voix. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Voix du Dedans. Et aujourd'hui, nous vous emmenons en République démocratique du Congo, vaste pays au cœur de l'Afrique centrale. Traversé par le majestueux fleuve Congo, la RDC est un territoire d'une richesse exceptionnelle, tant par sa biodiversité que par son patrimoine culturel. Des forêts équatoriales aux collines verdoyantes du Kivu, en passant par l'effervescence de Kinshasa, tout ici parle de grandeur et de diversité. Mais derrière cette abondance, le pays porte les cicatrices de conflits prolongés, d'instabilité politique et de violences armées, notamment dans l'est du pays, à Goma. Les tensions communautaires, les luttes pour les ressources et les influences extérieures compliquent encore la marche vers la paix. Pourtant, à travers les défis, le peuple congolais se relève avec courage, porté par une créativité, une foi et une espérance qui forcent le respect. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Christophe Mutaka, qui est congolais, artisan de la paix et acteur majeur de la société civile en République démocratique du Congo. Il s'investit depuis plus de 30 ans en tant que facilitateur d'espaces de résolution de conflits dans la région des Grands Lacs. Son expertise repose sur une fine connaissance de la guérison des mémoires individuelles et collectives, et son travail inclut également la prise en compte des enjeux liés au genre et la masculinité positive. Il est lauréat du prix Homme engagé à la masculinité positive en RDC. Et Christophe est également le fondateur et le directeur du groupe Martin Luther King. Je souhaite compléter cette brève introduction par une petite citation du médecin gynécologue et prix Nobel de la paix 2018, Dr Denis Mukwege, qui dit « Je me suis toujours dit qu'une émotion qui n'est pas suivie d'action ne sert à rien. C'est l'un de mes mantras. Nous devons trouver des manières de canaliser nos sentiments de tristesse, de dégoût, d'admiration, d'amour, de les transformer en décisions qui aident à réduire la souffrance des autres. » Bonjour Christophe Mutaka, comment allez-vous ? Bonjour. J'ai envie de vous demander d'abord, ce matin, comment vous vous sentez ?
Oh, nous sommes là, je me sens bien, Cléa. Très bien. Bienvenue encore dans ce podcast. Je suis vraiment honoré de vous recevoir au vu de votre grande expérience dans le travail de paix, dans un contexte particulièrement difficile, davantage encore aujourd'hui à Goma, dont la situation est bien trop peu évoquée dans nos pays occidentaux, malgré la gravité de la situation et la douleur que traverse actuellement le peuple congolais, particulièrement dans l'est du pays. Donc non seulement cela me tenait à cœur de vous accueillir, d'écouter votre témoignage pour que l'on apprenne plus à vos côtés, mais aussi parce il me semble d'utilité publique de parler de votre engagement pour la paix dans la situation actuelle. Alors, je vais commencer cet échange en vous demandant simplement comment avez-vous trouvé votre voie dans le chemin de la paix, à quel moment ça a commencé. Revenons au début de cette histoire. Oui, merci beaucoup. Je vais devoir donner d'abord une ou deux petites réflexions qui vont nous aider à aller de l'avant. Et ces réflexions viennent de Martin Luther King. Et la première réflexion, c'est que nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir ensemble comme des imbéciles. C'est Martin Luther King qui dit ça. Et c'est une idée inspirante, une pensée inspirante qui m'a toujours aidé à aller de l'avant. Parce que je me dis, il faut toujours avoir des modèles, des gens que nous imitons pour que nous puissions contribuer au changement dans nos milieux. L'autre pensée de Martin Luther King, il disait à l'époque, et il le dit aujourd'hui aussi, tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Et voilà le début de mon engagement pour la paix. Ça veut dire, la paix pour moi, ça fait partie de ma vie. La paix, ce n'est pas une théorie, c'est la vie de tous les jours. Et donc, pour répondre à votre question, la détérioration croissante de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et aussi dans les autres provinces, notamment les sites Kivu et l'Ituri, c'est-à-dire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, et ces répétitions ont profondément affecté mon quotidien, m'amenant à prendre conscience de l'urgence d'agir pour apporter des solutions adaptées et durables. Les conflits récurrents ont sensiblement marqué mon parcours, affectant non seulement mon entourage, mais surtout la stabilité de la communauté. En fait, ça fait plus de 30 ans que la partie orientale de mon pays, la République démocratique du Congo, est déchirée par des conflits de toutes sortes. Curieusement, je dirais même malheureusement, c'est une crise oubliée. C'est une crise qui n'est pas connue de tous. C'est une situation où on dirait que l'humanité ferme les yeux devant cette crise. Et c'est ça, c'est une grande blessure quand on est dans une situation de crise grave, mais que l'humanité n'ouvre pas ses yeux sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et donc, moi, je suis né pendant la guerre. À l'époque, il y avait la guerre. Je me suis marié pendant la guerre. Mon fils est né pendant la guerre. Et aujourd'hui, nous sommes en guerre. Vous comprenez que ma vie, comme celle d'autres Congolais comme moi, est plongée dans une crise multiforme, dans une crise de guerre qui ne dit pas son nom. Et donc, face à cette triste réalité, mon engagement est né de la volonté
de ne plus être un spectateur, mais d'être un acteur. Car j'ai vécu les conséquences directes de l'insécurité. Les déplacements, moi-même je suis un déplacé, je fuis mon village à cause de la guerre. Et si je suis ici à Goma, même si je fais longtemps à Goma, mais je n'ai pas accès à mon village. Je ne peux pas arriver dans mon village, ça fait des années. Et donc, toutes ces conséquences-là, notamment les déplacements forcés des populations, la mort d'hommes, la perturbation de l'éducation, l'effondrement des structures sociales, toutes ces conséquences-là ont fait à ce que je puisse m'engager, non plus comme spectateur, mais comme acteur non violent devant cette situation. Pas comme acteur violent, mais comme acteur non violent, c'est-à-dire celui qui pense que le respect de la dignité humaine et de la création doit être la priorité des priorités, même en temps de conflit. Ces épreuves m'ont poussé, m'ont conduit à rechercher des solutions concrètes et adaptées aux besoins, notamment à travers la sensibilisation, au but de mobiliser différents acteurs locaux et ainsi envisager des initiatives visant à contribuer pour l'installation d'une paix durable. Je reste convaincu que la résilience ainsi que l'action collective sont des bases solides pour répondre efficacement aux défis imposés par l'insécurité. Et donc ici, quand je parle de la paix, je ne vois pas l'absence seulement de la guerre. L'absence de la guerre, c'est une paix négative, comme disait John Galtung. Et donc, c'est une paix négative. Mais la paix, c'est lorsque on arrive à répondre aux besoins vitaux de la personne. Ça veut dire quelqu'un, même chez vous en Occident, quelqu'un qui n'a pas où loger, il n'est pas en paix. Quelqu'un qui n'a pas de l'eau, de l'électricité, il n'est pas en paix. Et donc, nous aussi, quand on parle de la paix, on ne voit pas seulement l'absence de la guerre, mais on voit les réponses aux besoins vitaux. C'est-à-dire, est-ce qu'on a de l'eau? Est-ce qu'on a à manger? Est-ce qu'on a un abri? Est-ce qu'on est capable de se faire soigner? Est-ce qu'on est capable de scolariser ses enfants? Et si on voit la pauvreté dans laquelle la population congolaise est plongée par rapport aux ressources et aux richesses que regorge le pays, on s'est dit, en tout cas c'est un scandale, parce qu'on ne peut pas être si pauvre dans un pays si riche. Et donc c'est un scandale, et devant ce scandale, je me suis engagé à dire, à mon niveau, je dois travailler pour la paix, non pas travailler seulement pour l'absence de la guerre, ça c'est une paix négative, mais travailler pour améliorer les conditions de vie de mes compatriotes, contribuer à l'amélioration des conditions de vie de mes compatriotes, et cela me permettra également de préparer d'autres personnes qui, lorsque je ne serai plus en vie par exemple, que d'autres continuent avec ce travail pour que un jour la population congolaise puisse bénéficier de toutes ces ressources, de toutes ces potentialités, de transformer les potentialités en richesse, et que ces richesses puissent profiter à toute la population congolaise. Je dis bien à toute la population congolaise sans exclusion, parce que ce pays nous appartient et les richesses doivent être partagées équitablement au profit des populations congolaises. Et à ce jour, mon engagement se renforce, porté par l'espoir d'un avenir radieux où la consolidation de la paix sera garantie à travers les processus de guérison de mémoire. Voilà un peu la réponse à votre question. Lorsque votre engagement pour la paix a débuté, est-ce que la première initiative à laquelle vous avez contribué s'est faite aux côtés d'autres personnes, d'autres artisans de paix qui vous ont inspiré, ou est-ce que ce fut une initiative de votre propre volonté? Oui, merci beaucoup pour la question. C'est-à-dire, moi j'ai grandi dans le combat pour la paix, pour moi, a commencé déjà à partir du cadre familial. Je suis né dans une familiale de fermiers,
ça veut dire des éleveurs, de personnes qui avaient les moyens financiers. Et depuis mon bas âge, je voyais des gens venir chez moi, certaines personnes qui n'étaient même pas de ma communauté, qui n'étaient même pas de ma tribu, rester chez moi et je les considérais comme des frères. Et donc, ce climat familial m'a forgé et m'a aidé à comprendre que la vie, il faut la vivre ensemble. Le combat pour la paix, c'est un combat de chaque jour. Et ça a commencé dans ma famille. Mais au fil du temps, il y a aussi des personnes qui ont marqué mon parcours. Ça veut dire que ce n'est pas venu de moi-même. Il y a des gens qui ont marqué mon parcours. Et ce sont ces gens-là qui m'ont forgé et qui font qu'aujourd'hui, je suis le petit bâtisseur de paix que je suis. Et donc, il y a par exemple le père Igor Verwimp. C'est un père qui était mon père spirituel et il m'a beaucoup aidé sur le plan spirituel. Parce que dans le contexte qui est le nôtre, on ne peut pas être non-violent sans une base spirituelle. Et cette base spirituelle est à s'engager davantage même dans des moments difficiles. Il y a également Chiara Lubich. Chiara Lubich, c'est la fondatrice du mouvement de Focolari, qui est un mouvement de l'Église catholique qui prône une spiritualité de l'unité. Et là, je cite, que tout soit un. La parole de Dieu, la Bible nous parle de l'unité. Et on dit que tout soit un. Et en latin, on dit ut omnes unum sint in amore Dei. Que tout soit un dans l'amour de Dieu. Et donc, ce sont des bases comme ça qui m'ont aidé à forger ma personne au travers le combat pour la paix. Et il y a également Martin Luther King. Martin Luther King, dans un contexte très difficile de son époque aux États-Unis, qui a travaillé pour que le noir puisse également avoir le même droit que les blancs. Et il n'y a pas très longtemps, un enfant d'un descendant noir a été président des États-Unis. Et donc, tout ça, ce sont les résultats, l'héritage de Martin Luther King à travers son combat. Il y a également le père Alfred Boer. Le père Alfred Boer m'a forgé à travers des formations sur la non-violence active. Déjà en 2001, le père Alfred Boer, paix à son âme, il m'a forgé à travers un atelier sur la non-violence évangélique. Et après cet atelier, il avait écrit un ouvrage intitulé « Oser la non-violence, une force au service de la paix ». Et donc, il y a d'autres personnes. Il y a Maria Biedrawa, qui est ancienne coprésidente du mouvement international de la réconciliation, MIR France. Elle m'a beaucoup forgé à travers l'éducation à la non-violence et à la paix et la réconciliation. Il y a Madame Faïda Manguiloa, qui est une Congolaise, qui m'a beaucoup forgé à travers des thématiques comme le genre et la promotion des droits de la femme. Il y a également mon formateur Fernando Ferrara du Mexique, qui m'a beaucoup formé à la non-violence active. Il y a le professeur Matai de l'Inde, qui a également fait de moi ce que je suis à travers la non-violence active. Et il y a également le père Michael Lapsley de l'Afrique du Sud, qui, durant 2 années, m'a formé à la guérison de mémoire, qu'on traduit en anglais Healing of Memories, et avec son ouvrage Guérir du passé, du combat pour la liberté au travail pour la paix, et que nous avons pu faire traduire en langue kiswahili, une langue nationale en République démocratique du Congo, qui est parmi les grandes langues parlées en Afrique. Et donc, ça, vous avez compris finalement que je ne peux pas travailler seul. J'ai eu également le soutien de plusieurs autres acteurs locaux engagés. Nous avons initié la création
du groupe Martin Luther King, qui est une association congolaise pour la non-violence active, les droits humains, la paix et la réconciliation, basée à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, qui est dédiée à la consolidation de la paix, à la réconciliation entre les communautés. À travers cette structure, nous œuvrons à renforcer le dialogue, à favoriser la cohésion sociale et promouvoir des solutions durables aux conflits. En complément de nos actions sur le terrain, nous organisons et participons également aux ateliers de formation et d'échange au niveau national, au niveau local, national et international. Ces espaces nous permettent également de partager nos expériences, d'apprendre de meilleures pratiques et de renforcer notre engagement durable en faveur de la paix. Sur votre chemin d'artisan de paix, avez-vous rencontré des obstacles? Et si oui, quelles solutions avez-vous trouvées pour les surmonter? Oui, les obstacles, il y en a eu, les réussites, il y en a eu également. Mais pour arriver à ce que nous sommes parvenus à faire, nous avons eu le temps de suivre les formations. C'est-à-dire, les formations nous ont aidés à renforcer nos capacités, mais aussi à renforcer notre résilience en situation difficile, nos capacités de résilience en situation difficile. C'est ainsi que j'ai été formé à l'université d'Accra sur la non-violence active, avec l'appui de l'organisation Satyagraha International. J'ai eu également une formation sur la consolidation de la paix à l'école de maintien de la paix de Bamako, au Mali. J'ai suivi des formations sur la paix et la réconciliation au Burundi, précisément à Bujumbura. J'ai suivi des formations sur la guérison de mémoire au Bénin. Et j'ai également participé à une formation comme formateur sur la guérison de mémoire à Dakar, au Sénégal. Donc, la petite expertise que nous avons, c'est aussi à travers toutes ces formations qui ont fait de nous ce que nous sommes. Mais nous avons eu également des difficultés. Les difficultés sont liées au fait parfois de ne pas être acceptés. Ne pas être acceptés, pourquoi? Parce que nous sommes en train de ramer à contre-courant. En plein conflit, nous parlons de la non-violence. En plein conflit, nous parlons de la cohabitation pacifique. Nous parlons de vivre ensemble. Et donc, vous voyez que nous abordons une matière qui est contraire à ce qui devait être. Ce qui fait que parfois, nous ne sommes pas acceptés. Alors que nous considérons qu'il n'y a pas à exclure ou à discriminer d'autres personnes, mais comme je disais tantôt, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des imbéciles. Et donc, la grande difficulté, c'est parfois de ne pas être accepté, parce que nous sommes en train de ramer à contre-courant. Ça veut dire nous avons une matière autre que ce qui est voulu. Ce qui fait que nous ne sommes pas souvent acceptés. L'autre difficulté, c'est lié aux moyens financiers. Ça veut dire nous travaillons avec nos maigres moyens et les rares sont les organisations qui nous appuient. Alors que si on voudrait bâtir une paix durable, on doit travailler sur la paix. On doit investir dans la paix. Et ces investissements dans la paix vont à coup sûr aboutir à des résultats durables. Mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens de notre politique pour faire tout ce que nous voulons pour que nous puissions aboutir à une paix durable. Et donc, voilà les grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Malgré notre engagement, nous avons beaucoup de difficultés par rapport à des questions de paix, parce que, nous ne sommes pas acceptés par certaines personnes, parce que nous ramons à contre-courant.
Et de deux, nous n'avons pas les moyens financiers nécessaires pour nous permettre de bien faire notre travail, alors que nous savons qu'aucun développement durable n'est possible sans la paix. Aucun développement durable n'est possible sans la paix. Pour la petite expérience, au moins chaque 10 ans, ce qui avait été construit est détruit. Et donc, vous comprenez également que si on investissait dans la paix, si on investissait dans la non-violence active, si on appuyait les acteurs de la société civile, les artisans de paix de la région de Grand Lac, je pense que dans les 10 ans ou 15 ans à venir, les fruits seront là parce qu'au moins, on aura construit ce qu'on ne détruira plus. On aura construit non pas en termes de structure, mais on aura construit dans le cœur des hommes. Parce que le combat qu'on doit faire, c'est que les guerres naissent, comme dit la charte constitutive de l'UNESCO, les guerres naissent dans l'esprit des hommes et que les défenses de la paix doivent être élevées dans l'esprit des hommes. Ça veut dire, si on veut construire une paix durable, c'est dans l'esprit des hommes. Ce sont les hommes et les femmes qu'il faut préparer comme artisans de paix et à ce moment-là, on va investir dans une paix durable. Notre engagement en faveur de la paix et la réconciliation s'est concrétisé à travers des collaborations sincères et fructueuses avec divers partenaires. Ces synergies nous ont permis de mener des actions significatives, renforçant les dialogues entre communautés en général des retombées positives durables. Chaque initiative que nous avons mise en place est un témoignage éloquent de la force de travail collectif et de notre volonté d'apporter des solutions concrètes aux défis rencontrés par notre communauté. Tout à l'heure, vous avez évoqué un silence en Occident sur la situation à Goma. Si des voix s'élevaient dans les pays occidentaux pour évoquer la situation, mettre en lumière ce qui se passe à Goma et en RDC de manière plus générale, quels mots aimeriez-vous entendre à ce sujet ? Ouais, le mot que j'aimerais entendre à ce sujet, c'est vraiment une paix durable. L'Occident doit nous aider à construire une paix durable. Et si l'Occident nous aidait à construire une paix durable, c'est au profit et de la République démocratique du Congo et de l'Occident. Et ça, c'est vraiment une vérité. Et je sais que si l'Occident nous aidait à construire une paix durable, vraiment, notre pays sera un milieu où on peut beau vivre, c'est-à-dire où les gens peuvent venir de partout dans le monde et venir vivre ici, de par l'hospitalité du peuple congolais, mais aussi de par les ressources qui regorgent la République démocratique du Congo, mon pays. Et il suffit qu'il y ait une paix durable et une bonne gouvernance, cela aura des retombées sur les populations congolaises, mais aussi sur les autres pays ou les autres peuples qui pensent qu'ils peuvent soit collaborer avec la République démocratique du Congo, mais aussi peut-être venir même s'installer en République démocratique du Congo comme havre de paix. Quelles sont les pratiques spirituelles ou des pratiques du quotidien qui vous permettent de continuer à vous engager dans le travail de paix ? Dans le travail de paix, les pratiques qui nous aident, comme je l'ai dit au début, il y a cette spiritualité de l'unité. Cette spiritualité de l'unité arrive à nous faire comprendre qu'on ne peut rien faire si on n'est pas unis. Et donc nous devons, si nous nous appelons des chrétiens, nous devons être unis, nous devons être soudés et aller de l'avant. Et ce qui nous aide également et qui nous aide à aller de l'avant, c'est également
la parole de Dieu qui nous dit plusieurs fois dans la Bible, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ça veut dire quoi? N'ayez pas peur, ça veut dire que nous avons un Dieu. Et notre Dieu est capable de nous aider. Et étant donné que nous sommes, si nous nous aidons pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes, nous ne devons pas avoir peur. Et cette peur-là, nous devons briser la peur. Et c'est cette peur-là qui fait que parfois, nous tombons soit dans la violence, soit dans les injustices, parce que nous avons peur. Et nous devons combattre la peur, parce que la peur peut risquer de nous plonger dans la violence, dans les injustices, dans les discriminations. Parce que quand on n'a pas confiance en soi-même, on a peur. On a peur de soi-même, on a peur des autres, mais aussi on a peur du lendemain. Et cette peur-là explique en partie la violence dans la région de Grand Lac. Et donc nous devons, comme chrétiens, ne pas avoir peur et comprendre que nous avons un Dieu. Et notre Dieu est capable de porter des solutions à nos problèmes, non pas à notre place, mais nous donner des orientations pouvant nous permettre d'avoir des solutions à nos problèmes. Et c'est cette peur-là que nous devons combattre. Dans le travail de paix, il y a des temps d'intervention, des temps où vous souhaitez agir. Est-ce que dans d'autres situations, il y a besoin de se mettre en retrait dans un espace de dialogue entre des communautés? Est-ce que parfois le fait de ne pas agir peut améliorer la situation? Je ne pense pas. Ça veut dire, nous, comme artisans de paix, nous devons faire un effort pour continuer à agir. Continuer à agir toujours dans la non-violence. Ça veut dire, nous avons des initiatives ciblées visant à sensibiliser et à mobiliser différents groupes clés à travers des émissions radio, à travers la publication de notre bulletin Zamiri qui signifie en langue kiswahili conscience, de rencontres interactives. Nous adressons des messages aux institutions scolaires et universitaires, aux communautés religieuses ainsi qu'aux divers acteurs sociaux locaux. Et donc, nous ne pouvons pas garder silence. Nous accordons une attention particulière aux jeunes, aux regroupements féminins et à d'autres communautés directement impactées par les conflits. Voilà pourquoi nous devons travailler. Nous, la paix commence à la base. Vous savez, la paix commence par moi-même. La paix ne commence pas par les autres. La paix commence par moi-même. Voilà pourquoi Gandhi disait « Be the change ». Soyez le changement. Ça veut dire, nous ne devons pas parler de la paix en termes de discours. La paix doit commencer par moi-même. Et lorsque la paix commence par moi-même, ça veut dire que je dois avoir un comportement digne, un comportement modèle qui inspire les autres. Et donc, la paix commence par moi-même. Et lorsque j'inspire les autres également vont continuer à inspirer d'autres personnes. Et c'est ça le changement que nous devons avoir au sein de la communauté. Ça veut dire, quand moi je change positivement de comportement, d'autres personnes changent positivement de comportement. Par exemple, l'acceptation des autres communautés ethniques, le fait d'accepter les autres comme des personnes à part entière, le fait de respecter les autres communautés, le fait de respecter les autres individus comme des êtres humains, comme des êtres sacrés. Et alors, cela va impacter petit à petit dans la communauté. Et donc, l'éducation à la paix et à la médiation sont au cœur de nos actions. Ça veut dire que ça permet d'instaurer un dialogue constructif et prévenir les tensions.
Et ça, c'est un travail de base que nous devons faire chaque jour au niveau de nos familles, au lieu de travail, dans nos communautés, partout où nous allons, pour que les autres comprennent que nous avons, comme je disais tantôt, nous sommes en train de ramer à contre-courant pour qu'ils comprennent finalement qu'il n'y a pas discrimination, il n'y a pas exclusion, il n'y a pas d'autres personnes ou d'autres communautés. Et c'est ça, ce sont ces actions-là qui peuvent nous aider à contribuer à la paix, en commençant d'abord par nos communautés, en commençant par nous-mêmes et en commençant par exemple, à ce qui concerne les besoins vitaux. Quand nous parlons de la paix, nous disons, on ne peut pas être en paix aussi longtemps que la grande partie de la population souffre. La grande partie de la population est plongée dans une misère qui ne dit pas son nom. On ne peut pas parler de la paix. On ne parlera de la paix que lorsque les gens vont bénéficier des retombées de toutes les ressources qui regorgent le pays. Et là, on sera en paix. Voilà pourquoi à notre niveau, avec nos maigres moyens, nous organisons de petites actions, de petites réponses aux besoins vitaux des communautés. C'est par exemple la protection des enfants. Nous organisons de l'assistance humanitaire auprès des enfants vulnérables, auprès des enfants en détresse. Et nous nous disons, ces enfants, une fois abandonnés, ils vont devenir un danger pour la communauté. Et donc, nous devons travailler pour la protection de ces enfants. Nous travaillons également pour l'autonomisation de la femme à travers l'entrepreneuriat. Et avec nos maigres moyens, nous appuyons de petites actions dans le domaine du petit élevage, avec des poulaillers, mais aussi dans le domaine de la transformation des fruits en jus. Alors, avec l'autonomisation de la femme, parce que la femme, les droits de la femme, d'une manière générale, sont foulés aux pieds, et donc, en rendant la femme économiquement autonome, en rendant la femme capable de produire et d'avoir de l'argent, c'est une petite contribution pour la construction de la paix dans notre communauté. Nous organisons également et facilitons des ateliers sur le genre et la masculinité positive. Pourquoi la masculinité positive? Parce que dans plusieurs pays, il y a une masculinité qu'on appelle une masculinité toxique, une masculinité qui n'accepte pas le droit des autres, notamment les droits des femmes, des enfants et d'autres hommes, des hommes qui veulent écraser les autres. Et donc, à ce moment-là, nous organisons des activités et facilitons des ateliers sur le genre et la masculinité positive. Et aussi, nous organisons des activités sur la guérison de mémoire. Et cette guérison de mémoire, pour nous, c'est une priorité de priorités, parce que aussi longtemps qu'on n'aura pas compris que si nous ne faisons pas quelque chose, l'avenir ne sera pas glorieux. Et ici, je cite le père Michael Lapsley qui disait: si nous ne pensons pas les blessures de ceux qui ont le cœur brisé, nous ne pouvons pas espérer créer une société juste et durable où chacun a sa place au soleil, car les victimes d'hier deviennent trop facilement les bourreaux de demain. Ça, c'est le père Michael Lapsley qui le dit dans son livre intitulé « Guérir du passé, combat pour la liberté au travail pour la paix ». Et donc, nous devons aller vers notre passé traumatique et trouver des solutions à nos blessures, parce que nous tous nous sommes blessés. Et dans une situation comme la nôtre, si nous ne faisons pas quelque chose, comme disait le père Michael Lapsley, les victimes d'hier deviennent facilement les bourreaux de demain. Et là, nous allons tomber dans un cycle infernal de violence que Monseigneur Camara disait très souvent dans ses discours,
Parce que je pense qu'à notre niveau, nous sommes pratiquement dans le cycle infernal de violence, parce que ça fait bientôt 30 ans que nous sommes de violence en violence, de conflit en conflit, et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de demeurer pour toujours dans ce cycle infernal de violence. Je pose cette question par rapport à votre riche expérience dans le travail de prévention et gestion de conflits face à des groupes d'individus qui refusent la notion de paix, qui refusent tout dialogue. Quelle solution avez-vous trouvé pour rétablir le dialogue avec eux et les inclure dans des espaces de dialogue, de réconciliation, parce qu'on sait que l'inclusion est un des points cardinaux de la boussole du médiateur ou de la médiatrice. Oui, merci beaucoup pour la question, c'est une question intéressante. C'est que le dialogue a des liens avec la confiance. Ça veut dire il faudra, lorsqu'il y a des gens qui refusent le dialogue, il faudra rétablir la confiance. Et si, une fois on aura rétabli la confiance, et là, le dialogue est possible. Mais quand il n'y a pas confiance, et là, le dialogue n'est pas facile et n'est pas possible. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi, dans un conflit, il faut être capable de connaître les enjeux du conflit, de connaître les acteurs du conflit. Les acteurs qui sont, dans la plupart des cas, qui peuvent être visibles et invisibles. Et donc, il arrive que vous travaillez comme médiateur d'un conflit, mais vous n'arrivez pas à découvrir tous les acteurs. Et si vous découvrez certains acteurs visibles, oubliant les acteurs invisibles, et là vous n'aurez pas une médiation réussie, parce que vous n'avez pas atteint les vrais acteurs, c'est-à-dire les acteurs invisibles dans le conflit. Et donc quand il y a un conflit, il faudra analyser en profondeur, connaître les enjeux, connaître le besoin des uns des autres, et aussi arriver à connaître les acteurs. Que veulent ces acteurs-là? Parce que vous pouvez avoir des acteurs visibles et vous collaborez avec les acteurs visibles dans un conflit, dans une analyse ou une gestion de conflit, mais vous trouvez que les vrais acteurs ne sont pas là. C'est à la médiation, au médiateur d'avoir des stratégies pour arriver à atteindre le vrai acteurs qui sont invisibles dans la plupart des conflits et aller vers une médiation concrète avec les vrais acteurs. Qu'est-ce que le travail de paix vous a appris sur la République démocratique du Congo? Le travail de paix, c'est un travail qui m'a appris que la paix est possible. La paix est possible, il suffit que chacun s'y engage. Et si chacun s'engageait dans cette vision de paix, la paix est possible. Comme je disais tantôt, la paix est possible, mais aussi à travers des solutions durables, à travers des solutions durables. Je vais par exemple dire la situation de la République démocratique du Congo. C'est qu'il y a beaucoup de ressources et toutes ces ressources-là créent l'envie de certains pays occidentaux. Et pour avoir la paix durable, il faut également connaître ces acteurs invisibles. Et ces acteurs invisibles, notamment des pays occidentaux, les multinationaux, ainsi de suite. Et ce sont ces enjeux-là, une fois analysés, et une fois on prend en compte tous ces éléments-là, on peut aboutir à une paix durable. Mais sans cela, on ira de conflit en conflit parce qu'on n'aura pas touché les vrais problèmes, les vraies causes et les vrais acteurs.
on aura travaillé avec des acteurs visibles, oubliant qu'il y a des acteurs invisibles et qui prennent les grandes décisions, mais dans l'ombre. Et donc, c'est ça, en fait, la situation de la République démocratique du Congo. La paix est possible. Il suffit que chacun et chacune s'y engage. Il suffit que, également, dans l'analyse de conflits, on arrive, comme je disais tantôt, on arrive à connaître les enjeux, on arrive à connaître les vrais acteurs. Les acteurs visibles ne suffisent pas. Il faut qu'on voit également, on cherche en profondeur, on puisse fouiller en profondeur pour trouver les vrais acteurs, c'est-à-dire les acteurs invisibles, et connaître leurs intérêts dans ce qui se passe. Et c'est en connaissant leurs intérêts dans ce qui se passe que la paix pourra être possible. Quel est votre regard sur la dimension temporelle, sur la chronologie d'une médiation avec des mécanismes propres au groupe de participants dans la médiation, avec pour chaque acteur un agenda en particulier ou des attitudes spécifiques, et de l'autre des pressions extérieures du groupe, de la communauté, des enjeux nationaux, internationaux. Quel est votre regard sur la dimension chronologique et temporelle dans un espace de résolution de conflits? Justement, mon regard est qu'il ne faudrait pas être superficiel dans l'analyse du conflit, parce que quand on est superficiel, on ne voit pas, on ne comprend pas en profondeur les enjeux, parce qu'on est superficiel. Mais si on entre en profondeur, et aussi on entre dans l'historique, dans l'histoire, le passé, on peut arriver à trouver tous les éléments nécessaires pour aider à trouver des solutions au conflit, et spécialement au conflit en République démocratique du Congo. Et donc, il faut aller en profondeur et ne pas être superficiel. Parce que si on est superficiel, on risque de ne voir que les effets et ne pas s'attaquer aux causes. Et si on s'attaque aux vraies causes, on entre en profondeur, on voit les racines, et à ce moment-là, on peut trouver des solutions durables au conflit. Voilà pourquoi, pour vous compléter, nous, on s'est dit il faut beaucoup. Nous sommes en train de travailler plus sur la guérison de mémoire. Parce que la guérison de mémoire nous plonge dans notre passé douloureux. Et quand la guérison de mémoire nous plonge dans notre passé douloureux, si nous continuons à rester embourbés dans notre passé douloureux, nous allons partir de violence en violence. Parce que toutes les fois qu'il y aura quelque chose qui ne va pas, nous allons encore ruminer et nous revenons encore à notre passé douloureux. Voilà pourquoi nous, on pense qu'il faudrait, à travers la guérison de mémoire, aller dans le passé douloureux, et en plongeant dans notre passé douloureux, nous arrivons à comprendre nos blessures individuelles et collectives. Et lorsque nous aurons compris nos blessures individuelles et collectives, nous allons maintenant, au sein des communautés, pour arriver à mettre en place un cadre qui va nous permettre d'aller vers le pardon. Le pardon et la réconciliation. Mais le pardon et la réconciliation avec comme pilier la vérité. La vérité sur le passé. La vérité sur ce qui a été vécu. Et c'est ça, ce qui va nous donner une base solide pour bâtir l'avenir. C'est-à-dire, non plus bâtir l'avenir sur le passé douloureux, mais aller vers une sorte de résurrection. Mettez-moi le mot, une sorte de résurrection qui nous permet de commencer une nouvelle vie avec une vision autre, non pas en regardant sur notre passé douloureux, mais en regardant ensemble vers des choses qui peuvent nous aider
à aller de l'avant. Et ça, le pardon, la réconciliation avec un pilier sur la vérité. Parce que si on ne se dit pas la vérité, on ne peut pas construire un avenir meilleur. C'est sur base de la vérité qu'on peut construire un avenir meilleur. Sinon, nous allons continuer à aller vers une paix négative, c'est-à-dire une absence de guerre et de conflits violents. Et à ce moment-là, on pense qu'on est en paix, alors qu'on n'est pas en paix. J'aurais pu commencer notre échange avec cette question. Est-ce que la notion le mot de paix résonne dans votre langue maternelle sous un autre angle que l'on a l'habitude d'entendre et qui pourrait nous éclairer sur une nouvelle facette, un nouvel angle de ce terme aussi important? Oui, merci beaucoup. Et donc, dans notre communauté, dans toutes les communautés, il y a toujours des notions de paix. Ça veut dire, les questions de paix ne viennent pas nécessairement de l'Occident. Les questions de paix sont également dans nos communautés. Voilà pourquoi, par exemple, on parle en Afrique de l'arbre apalal. L'arbre apalal, ça veut dire autour d'un arbre, les hommes se mettent et autour de cet arbre-là, ils arrivent à trouver des solutions à leurs problèmes. Il y a également ce qu'on appelle Ubuntu, c'est-à-dire l'humanité. Et cette humanité fait à ce qu'on puisse respecter la vie, on puisse respecter les uns les autres. Et en cas de différend, en cas de conflit, on se met sur une table et on trouve des solutions. Et donc, même dans nos communautés, il y a ces cadres-là qui existent. Et ces cadres permettent à ce qu'on arrive à se mettre ensemble en cas de conflit ou de différends et trouver des solutions. Par exemple, il y a des proverbes en Kiswahili qui disent « Umoja ni nguvu » pour dire « l'union fait la force ». Ça veut dire, c'est cette union-là autour de problèmes qui peuvent exister dans nos communautés, on peut se mettre facilement sur une table et trouver des solutions durables, parce que ce ne sont pas des solutions qui viennent d'ailleurs, mais des solutions qui viennent de la communauté, de membres de la communauté, des personnes qui sont impactées négativement par les conflits, mais qui trouvent des solutions à leurs propres problèmes. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire que la question de paix, c'est une question qui doit commencer à la base. C'est-à-dire, c'est une question, la paix doit se cultiver à partir de la base. Est-ce que vous souhaitez mettre en lumière un projet de paix que vous portez actuellement et que nos auditeurs et auditrices pourraient soutenir pour renforcer et consolider la paix en RDC, particulièrement dans cette situation difficile que vous traversez? Oui, merci beaucoup. En fait, comme disait Albert Camus, la paix est le seul combat qui veille d'être mené. Le seul combat, c'est un combat de paix. Et comme je disais déjà au début, avec la citation de Martin Luther King, qui disait à son époque, et dans un contexte qui était différent, mais qui devient le nôtre aujourd'hui, il disait: tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre, disait Martin Luther King. Notre projet, c'est un projet de guérison de mémoire. Nous sommes convaincus que une fois nous sommes appuyés dans notre projet de guérison de mémoire, la guérison de mémoire, cette approche par laquelle nous voulons révisiter notre passé douloureux. Et en révisitant notre passé douloureux, nous arrivons à comprendre que nous n'allons pas rester plongés dans notre passé douloureux,
Il faut sortir de ce passé douloureux. Il faut sortir il faut sortir du cendre et commencer autre chose. Et nous sommes convaincus que ces projets pourront aider les communautés, non seulement dans notre pays, mais dans la région des Grands Lacs, à bâtir une nouvelle voie, une voie de paix. Mais comme je disais tantôt, si nous ne faisons pas ça, je répète encore la citation du père Michael Lapsley, si nous ne pensons pas les blessures de ceux qui ont le cœur brisé, nous ne pouvons pas espérer créer une société juste et durable où chacun a sa place au soleil, car les victimes d'hier deviennent trop facilement les bourreaux de demain. Et donc, ce projet, s'il y a des personnes ou des organisations qui peuvent nous aider à le matérialiser, à le mettre, à l'exécuter, nous sommes convaincus que c'est un projet qui va aider toutes les communautés, qui va aider l'Est de la République démocratique du Congo de sortir de cette situation. Parce qu'on sera obligé à un moment donné de ne pas être embourbé dans les passés douloureux, mais de sortir de ces passés douloureux et bâtir d'autres voies. Des voies qui sont, comme je disais, bâties sur le pardon et la réconciliation, avec comme grand pilier la vérité. La vérité, c'est ce qui s'est passé. La vérité, c'est ce qui s'était passé durant des années, mais aussi commencer une nouvelle vie, une nouvelle voie, une nouvelle vie avec d'autres orientations et avec une vision de vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir ensemble comme des imbéciles. Un grand merci, Christophe, pour votre témoignage d'artisan de paix aujourd'hui. J'ai envie de revenir en quelques phrases sur les enseignements riches que vous nous avez partagés aujourd'hui. Je vais commencer par le silence de la communauté internationale sur la situation à Goma, la nécessité de mettre en lumière cette situation, la souffrance et la douleur du peuple congolais aujourd'hui, et la nécessité d'ouvrir des espaces de dialogue où la vérité est exprimée pour ne plus vivre et répéter les mécanismes liés au carcan du passé, afin de construire un présent et un avenir juste, équitable, en commun, car la paix est un idéal d'unité qui inclut des publics en situation de vulnérabilité, des jeunes qui peuvent tomber dans la violence à cause des mécanismes des conflits comme la pauvreté. Je pense aussi aux femmes qui souffrent d'une masculinité toxique dans cette systémique des conflits, et le caractère crucial de leur autonomisation financière pour bâtir une paix pérenne, durable et au profit de la population congolaise. Donc votre témoignage a été très riche, et à la lumière aussi de vos convictions spirituelles, puisque la paix, dans vos mots, est indissociable de la vérité, du principe de vérité, et indissociable des convictions religieuses qui vous aident au quotidien à bâtir la paix, même dans les contextes et les situations les plus difficiles. Est-ce qu'il y a un mot avant de conclure que vous souhaitez ajouter, quelque chose qui est souvent ignoré, omis quand on parle du Congo ou du travail de paix, et qu'il vous semble important de mettre en lumière? Non, il n'y a pas d'autre. Très bien. Je vous remercie encore, Christophe, pour ces témoignages extrêmement riches sur le travail de paix et sur
sur ce qui se passe en ce moment à Goma. Et je vous souhaite bon courage, que Dieu vous facilite dans les projets que vous menez pour la paix, et l'inspiration que vous portez au travers de votre travail. C'est inspirant et lumineux pour nous, et ça nous permet d'en apprendre plus sur les troubles que traverse aujourd'hui notre famille humaine, pour reprendre l'expression de l'intervenant précédent. Donc un grand merci encore, Christophe, et à bientôt dans un prochain épisode de La Voix du Dedans.